Notre prochain talk sera sera parlé de Victor Schluter et Bösendorf. Les deux sont dans le laboratoire de sécurité. S'il vous plaît, applaudissez pour eux. Merci beaucoup. On m'écoute? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. On est content qu'il y a beaucoup de monde ici et il a une salle pleine. Ça, c'est Victor. Moi, je suis Yannick. Notre session, c'est sur la malware forensique des smartphones. Ça peut être le troyen de l'État. C'est comment on peut trouver ce type de logiciel malveillant. Ça, c'est une introduction. Et maintenant, on va parler de ça. On travaille sur le Digital Lab à Reporters sans frontières. On a fondé un an et demi avant. On travaille sur la sécurité des journalistes, tout le monde. On a fait des trainings sur de sécurité et analyse des attaques à des journalistes, surtout de prendre des accounts et surtout sous des spyware des États. Et on fait des recherches sur ça et on peut nous contacter si on fait peut-être a eu une attaque. Et là, on fait une analyse forensique et on peut aussi écrire un rapport sur ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des attaques digitales qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire si quelqu'un fait une installation d'une troyenne sur votre smartphone, vous ne voyez pas ça. Et comme aussi une surveillance téléphonique qu'on ne peut pas savoir. Pour ça, c'est important de faire des analyses forensiques pour faire des preuves et pour publier ça et pour respecter les attaqueurs. Ça a été possible dans un cas en Azerbaïdjan où on a trouvé un Pegasus attaque à une journaliste on a fait une preuve qu'il y avait cette attaque. Ça, c'était pas le seul attaque, il y a beaucoup. Ici, il y a quelques annonces presse des attaques de l'État qui produit ça et comment ça s'appelle, c'est pas important. Ça, il y a un rapport qui est d'hier de l'Inde où des personnes de l'opposition ont été attaquées. Ça, c'est une recherche de Amnesty Tech et où on a aussi aidé. Et maintenant, comme prochaine fois, Victor va vous décider de la smartphone forensique. Bonjour. Donc, comme vous avez peut-être vu, on a fait les slides en anglais. Donc, ceux qui sont dans les C3 c'est plus facile. Mais je vais le dire en allemand pour pas aller en anglais. Donc, il y a des bases qu'on va peut-être raconter parce que c'est logique. En premier, les ordinateurs, les recherches de données d'ordinateurs, comme on connaît, et la recherche de données de téléphone. Il y a des grosses différences. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du mode classique, c'est qu'on a un serveur, il y a quelque chose qui se passe, il y a un disque dur, et sur le niveau de bloc, et ça s'appelle la forensique de logiciels. Et on regarde ce qui s'est passé dessus. Ce qu'on fait avec les smartphones, c'est différent. En premier parce que les smartphones nouveaux, c'est un file base. Donc au niveau physique, c'est pas très intéressant car tous les données sont un peu encryptées. Donc les données supprimées, ça sert à rien. Les smartphones n'ont pas de fonction. Ça, c'est le système. Pour dire ça, c'est le système de données pour enregistrer. Il y a des personnes qui font ça, mais ils sont, je sais par la police parce qu'ils utilisent des exploits, mais ça rend le monde insécurisé parce que ça. Il y a deux grosses entreprises, il y a Cellware et ça, on ne le fait pas. Nous, on appelle ça de la forensique civile.
Donc on va parler avec les personnes et si on veut faire ça dans un sens civil, il faut être content avec ce qui sort du téléphone et c'est des informations de logique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas prouver si c'est vrai parce qu'il faut juste faire confiance à ce qui sort du téléphone. Et techniquement, ce serait possible que un logiciel soit actif, mais il faut juste savoir que ce serait possible. Alors, quelque chose d'important, c'est que le malware et la spyware, c'est quelque chose de différent. Et la spyware, c'est moins grave que le malware et que ça cherche un petit peu dans ton... et c'est pas vraiment vrai. Dès qu'on a un malware qui te prend quelque chose sur ton appareil, il faut tout de suite avoir accès à tout. Et ça, c'est le cas. Donc, le spyware, c'est toujours de la malware. Et malware, ça peut toujours modifier des données et en ajouter, en supprimer. Et ça a des grosses conséquences parce qu'on peut vraiment pas montrer qu'un téléphone qui a été hacké peut aussi laisser des données qui n'étaient pas là avant. On peut pas savoir ça. Si un téléphone a été hacké, on peut vraiment plus faire confiance à rien. La seule chose pourquoi on peut voir des spyware, parce que c'est vraiment beaucoup de travail de vraiment faire pour tous les... Et pour ça, on peut les trouver quelquefois. On peut différencier de deux types de malware. Une chose intéressante s'est passée parce que normalement, il devrait avoir... Ah, ici, il y a l'autre. OK. Il y a deux types de malware. Un avec des exploitations, sans, seulement avec peut sauter de la sandbox. Ça, c'est... OK. Ça, on peut imaginer ça comme deux animaux qui sont dans ces... un peut sauter et l'autre ne peut pas sauter. Et ça, le cube, c'est le sandbox. Et seulement si on peut sauter, on peut vraiment prendre les informations, ce que normalement le smartphone ne permet pas. Ceux qui peuvent sauter, ça c'est la spyware qu'on peut faire pour faire des espionnages. Et ces exploitations sont très chères. Si on veut faire une chaîne d'exploitation pour un smartphone, ça coûte plusieurs millions d'euros. Ça, c'est seulement pour la surveillance d'État. Ça, c'est pas une chose que normalement ça se passe comme un stalkerware. De l'autre côté, il y a des malware qui n'a pas des exploitations et aussi bien que la ne peut pas avoir les exploitations et ça fonctionne seulement pour que ça va être installé d'autres chemins sur ce smartphone et seulement utilise ce que le smartphone a déjà. Là, ça a sauté. Il y a 4 types de malware. OK, avec cette différence, avec les exploitations ISO et après pour iOS et pour Android, les deux systèmes sont vraiment différents et il n'y a pas de compatibilité. Et c'est vraiment difficile de malware pour un et pour l'autre pour que les plateformes sont différentes. Et là, c'est-à-dire il y a 4 types de malware parce qu'ils sont vraiment différents. Et la première ligne, c'est ceux qui ne peuvent pas sauter. La malware seulement peut utiliser ce que le système déjà a. Et pour les iPhones, il n'y a pas de sideloading, c'est-à-dire on peut installer des apps qu'on ne prend pas de l'App Store. Ça, on ne peut pas faire ça. Tous les apps doivent passer pour l'App Store.
Et il y a aussi des conditions. Et ce qu'une app peut faire comme maximum, ça c'est limité. Et maintenant, c'est pas possible de route en iPhone, c'est-à-dire de prendre les privilèges, de vraiment prendre tout l'accès sur le serveur. Ça, c'est intéressant sur le Stalkerware. Sur un Android, par contre, le sideloading est possible. Donc, on peut installer à partir d'une application. On a un peu de permissions sur lesquelles on peut demander si l'application a les permissions nécessaires. Mais donc dans beaucoup de cas, c'est possible de router les téléphones. Mais la plupart du temps, il faut d'abord supprimer tous les contenus de l'appareil. Donc on ne peut pas accéder à toutes les données avant d'avoir routé. Donc dans le cas d'un Stalkerware, la personne doit d'abord router le téléphone pour avoir accès à toutes les données et installer un Stalkerware. Dans les versions de spyware avec exploit, c'est un peu différent. Sur les appareils iOS, on voit que c'est toujours possible de détecter un spyware, puisque c'est assez complexe d'accéder aux binaires, au fichier système du malware. Je ne sais pas qui d'entre vous était dans la session sur la triangulation. On a à peu près une vingtaine d'étapes et d'étapes de sécurité, de contrôle de sécurité avant de finalement arriver à mettre le fichier sur le téléphone. Probablement parce que ils ont voulu éviter qu'il y ait cette possibilité. Donc, puisqu'on a ces limitations, on voit que les spywares seront souvent développés sur le marché noir. Et les personnes qui ont réussi à compromettre ces appareils, ces smartphones, peuvent manipuler et faire tout ce qu'ils veulent avec ces téléphones. Mais c'est un domaine qui est très complexe et avec très peu de visibilité. Pour les besoins de l'analyse, on a très peu d'informations disponibles. Et on pense que la plupart du temps, on a des moyens simples de détecter un malware, mais dans le cas d'un smartphone, c'est très compliqué puisqu'on a compromis vraiment l'intégralité du système. Donc c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Les personnes écrivent des stalkerware, du code très compliqué avec des exploits très avancés, et ils utilisent ça pour hacker des personnes de la société civile. Les associations non gouvernementales vont trouver ces informations et les entreprises vont savoir, qui produisent les spyware vont trouver l'information, résoudre leurs problèmes, etc. Et on tourne en rond. Bien sûr, ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est pas tout ce que l'on sait. Et ce n'est pas non plus toutes les pistes qui existent. Il faut vraiment faire la différence. Une autre chose importante, on n'a pas énormément d'expertise pour tout ce qui a trait au stalking ou à la protection contre le stalking. Si jamais vous êtes touché par ce genre de problème ou que vous connaissez des gens qui sont touchés, voilà les endroits où vous pouvez rediriger ces personnes-là. C'est peut-être une bonne chose d'avoir techniquement tous les éléments des stalkerware à apporter, puisque ça permet d'avancer sur l'identification du fonctionnement, avoir une vue d'ensemble technique, comment reconnaître ces outils et savoir comment ils fonctionnent. Et maintenant, Yannick va vous parler de la méthodologie.
Oui, c'est ça. Donc pour la méthodologie, on a déjà appris qu'on ne peut pas vraiment juste souder le stockage. Il faut juste le souder, le ressouder. La plupart du temps, on peut connecter un smartphone par Wi-Fi ou Bluetooth ou USB-C. Et ça, c'est ce qu'on fait majoritairement. Mais avant qu'on arrive à ce genre de truc, on prend d'abord notre appareil et on le prend dans la main. Et ça passe souvent par des messengers ou par des dossiers. Les surveillances de télécommunications, par exemple, la télécom, il faut le remettre à la police et on va écouter dedans. Les sources de ces surveillances télécommunications, ils peuvent le regarder avant l'encryption dans Telegram ou Signal ou autre. On peut plus oui, et c'est pour ça que ces applis, je les ouvrirai, parce qu'ils ont tous une fonction, ces applis. On ne peut pas juste les lire sur son smartphone, mais aussi sur son ordinateur, et qu'on peut les connecter là. Et ça, par exemple, c'est le moyen le plus facile à souder ces messages. Et c'est censé être pour qu'on le fasse lui-même, mais si on n'a pas vraiment accès pendant un certain temps à son appareil, il faut donner son mot de passe, ou s'il y a des entreprises de sécurité qui sont rentrées dans son appartement pour contourner ce mot de passe, ou le stockerware qui ont accès à l'appareil, ils peuvent utiliser cette fonction, se connecter à son appareil et lire ses messages. Ça, on peut le détecter, on peut regarder sur iOS WhatsApp, iOS Signal et iOS Signal Android. On peut voir les appareils connectés et normalement on voit les appareils à soi, et si c'est pas à soi on peut les enlever aussi. Ça, c'est une méthode que la police allemande utilise. En bas là il y a un article de la netspolitik.org où ça a été publié, un article sur justement cela, pour enlever ces appareils non connectés si c'était pas ça. Maintenant, si on connecte un smartphone à son ordinateur, il y a un outil qu'on peut utiliser, qu'on utilise beaucoup, qu'on vous conseille, c'est MVT, Mobile Verification Toolkit. C'est de MVTech. C'est dans le cadre du projet Pegasus, ça vous parle peut-être. Depuis 2021, il y a une liste des milliers de numéros qui ont été attaqués par la spyware Pegasus, et MVT Tech par exemple ont fait des analyses forensiques de ces personnes qui ont été attaquées par les spyware et qui ont développé des outils et qui ont publié ces outils. MVT a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, il peut analyser des backups à iOS, et qu'on a utilisé sur Linux aussi avant. Ça marche plutôt sur SQLite ou des données PELIS, et les travails dans des formats JSON et pas dans des formats de téléphone. Et ça marche sur Android, sur le pont ADB, sur le bridge de debug, et on peut du coup accéder à des smartphones Android. On va parler sur ça de
à vous tout à l'heure comment MVT vous fait ça. Sur iOS, ça c'est les pas pour Linux. Il y a un toolchain très très bien sur Linux pour des appareils iOS. Avec USB-C ou Lightning, on peut connecter ça. C'est tout ce qui se passe dans iTunes. Et ce tool vous montrera iDevice Backup 2. Théoriquement, on peut jailbreak ces appareils, mais les backups d'un iPhone n'incluent pas tout. Par exemple, les messages de signal ne sont pas inclus et tous les données de système ne sont pas dedans parce qu'on n'en a pas besoin pour les réétablir. Si on veut rétablir un backup, c'est déjà dessus sur le téléphone. Ça, on ne vous le conseille pas si vous ne savez pas exactement ce que vous faites parce que vous rendez votre appareil insécurisé et vous manipulez l'appareil et vous mettez des traces très visibles. Ce que vous faites en premier, c'est faire un backup et vous activez l'encryption et parce que Apple oui, si vous faites pas une encryption, vous faites pour ça parce que Apple n'est pas sûr où les utilisateurs font leur backup et du coup d'autres personnes pourraient avoir accès à ça. Du coup ils font plus attention à ce qu'ils mettent dans le backup. Donc mettez l'encryption pour mettre un mot de passe et rappelez-vous de mot de passe pour pas qu'il y ait d'autres utilisateurs. Oui, c'est ça. Donc on fait son backup. Le backup est maintenant encrypté. MVT vous donne pour désencrypter déjà, décrypter. Donc on peut lire ça ici. Et MVT, du coup, vous demandez de décrypter ce backup. Et on peut écrire ça bien. Et voilà. C'est similaire sur Android. On va optionnellement router notre appareil. Ensuite, il faut bien sûr, comme au moment du root, on va supprimer toutes les données pour s'assurer de pouvoir faire les modifications au niveau du bootloader. Donc parfois on a des exploits qui permettent de changer les accès root et garder accès au binaire sur l'appareil. Mais ça, on le fait uniquement quand on sait vraiment ce qu'on fait. Et ça marche sur très peu d'appareils et très rarement. Donc en général, on va extraire les données avec MVT par le biais de l'ADB. Ici, vous avez la commande qui exécute ce processus. Ce qu'on peut faire avec Android, par chance, c'est qu'on peut récupérer les applis, les APK. On peut les télécharger facilement. Et MVT nous propose une commande pour le faire. Ça nous permet aussi de les récupérer avec VirusTotal. Pour vérifier, c'est un outil internet qui nous permet de contrôler l'intégrité des APK. On a deux types de recherche de malware. On a la recherche primaire, la recherche secondaire. Donc par exemple, si on a réussi à contrôler toute la chaîne d'exploit et vérifier l'infrastructure et les contenus de l'appareil. C'est ce qu'on appelle une recherche primaire, mais ça ne fonctionne pas toujours. On a pour ça la recherche secondaire. On a par exemple trouvé un malware comme Pegasus qui a modifié des process actifs. Et on va pouvoir, sur les trouvailles secondaires, retrouver les process ou les fichiers avec des noms étranges. Ce principe est basé sur l'indication de compromission IOC. On a la définition ici. C'est en forensique, c'est
la définition qui dit que si on a trouvé un de ces éléments IOC, on a été probablement victime d'une intrusion. Vous avez la liste des IOC sous les liens suivants. Ce qu'on peut faire également, c'est une analyse du trafic réseau. Un spyware doit toujours transmettre des informations par Wi-Fi ou par le réseau mobile. Il y a un très bon outil qui s'appelle TinyCheck de Kaspersky qui permet de rechercher le trafic réseau généré par les malwares. Ça peut fonctionner aussi sur Raspberry Pi en créant un réseau Wi-Fi sur lequel vous vous connectez avec l'appareil et le réseau sera découpé et analysé pour vérifier des connexions suspectes. Victor va vous raconter maintenant un peu de forensique sur iOS. Vous vous réveillez de les 4 cas qu'on a vus. On va voir les 4 cas. Ça, c'est le premier. Le premier, c'est une exploitation sur les devices iPhone, iOS. Ça, c'est ce mot gris parce qu'il n'y a pas beaucoup. Parce que, comme je dis, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de jailbreak qui fonctionne en ce moment pour les devices iPhone. C'est pas trop intéressant d'entrer là avec des stalkerware parce que c'est pas facile de vraiment avoir l'accès sur les messengers. Ce qui est possible, c'est ceux qui sont plus vieux que 15.7. Et il y a on pense qu'il va y avoir un nouveau jailbreak de la jailbreak parce qu'ils ont vu une possibilité là. Seulement pour les logiciels vieux. Mais si on n'a pas un jailbreak, c'est plus difficile parce qu'on doit passer pour le App Store. On peut seulement installer sur le App Store et dans l'iPhone. Il y a une notification qui dit si le microphone est ouvert et aussi de la localisation. Et c'est-à-dire ça. C'est plus stealthy. Et ça, on peut aussi regarder sur les reports des privates. Mais on a aussi regardé et il y a autre manière. Il y a stalkerware. Les personnes peuvent récupérer le mot de passe d'iCloud des personnes attaquées. Il y a des services stalkerware qui permettent de s'inviter dans le compte iCloud et récupérer toutes les informations sur le compte iCloud. C'est les contacts, les notes. C'est pas énormément, mais c'est quand même beaucoup d'informations et c'est assez, ça arrive. C'est pas une mauvaise idée d'être, si on est dans une situation comme ça, de changer son mot de passe iCloud pour éviter de perdre des informations. Ce qui peut se passer aussi, c'est que certaines personnes arrivent à contourner, à bypasser les checks de l'App Store et du coup lancer des processus malveillants. On a ici un exemple avec un backup. On a plusieurs données dans le backup et un des fichiers, c'est le lock ici qu'on voit sous le chemin indiqué et on a une table dans la base qui s'appelle Access. Et dans cette base, on a quelle application a le droit d'accéder à quelles ressources et à quel moment avec différents timestamps. C'est assez facile de récupérer le timestamp dans un format lisible. Mais MVT le fait pour vous automatiquement. Je vous ai montré avec un parser SQLite si on veut vraiment faire du debugging hardcore, mais MVT le fait pour vous de manière beaucoup plus simple. Voilà comment MVT voit les informations dans la base de données.
Donc ici, on voit que Signal a utilisé le micro à tel moment. La prochaine chose que je peux regarder, c'est les logs d'utilisation des données. Je ne sais pas qui de vous était dans le talk sur la triangulation, c'était très important aussi. Les tables intéressantes ici sont le Z Live Usage et le Z Process. Ça vous montre à quel moment l'utilisateur a téléchargé des informations sur le réseau cellulaire. On peut justement utiliser ça pour vérifier s'il y a eu des attaques ou des intrusions à des moments précis. Donc vous pouvez ici, à partir de cette base de données, faire un joint avec les deux tables et récupérer toutes les informations. Moi, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, je l'ai récupéré de la base MVT. Je ne voulais pas parser non plus à la main, mais c'est MVT qui a sorti ces informations. Donc, utiliser MVT. Et ici, si on regarde avec MVT, on va voir à quel moment ça a été utilisé, à quel moment était la première fois et la dernière utilisation, et surtout l'identifiant du bundle utilisé. L'ID du bundle, c'est quelque chose comme le nom de l'application. Donc on peut savoir quelle application a utilisé les données. Une autre chose sur laquelle on peut se pencher, qui est très intéressante, surtout en se disant que toutes les applications installées sur le téléphone, on part du principe que personne n'a d'exploit, c'est la liste des applications installées qui se situe dans le fichier info.plist. C'est sur le root de votre backup. Et dans ce fichier-là, vous pouvez vérifier les listes d'utilitaires. Vous pouvez parser les utilitaires qui sont inclus dans la liste avec un outil spécial qui s'appelle plist utile. Ensuite, vous allez voir les ID, les bundle ID qu'on a vus précédemment, des applications installées sur l'appareil. Et vous pouvez aussi trouver le nom de l'application. Si vous vous demandez ce que c'est exactement dans l'App Store, je peux vous donner un petit conseil, c'est qu'actuellement, dans le navigateur, si on regarde une application Apple dans l'App Store, si on regarde le source code, vous avez le bundle ID qui est affiché. C'est le mécanisme qui génère la bundle ID et on peut potentiellement, avec cette information, clarifier si on a des éléments intéressants ou étranges. Le point suivant, c'est que dans MVT, comme Yannick l'a présenté tout à l'heure, on a une liste avec plein de d'IOC et d'informations sur des malwares et des stalkerware, avec les informations des personnes qui les modifient et qui récupèrent on a des scripts automatisés qui récupèrent des samples de malware. Je pense qu'avec autant d'informations, grâce à MVT, on peut vraiment détecter, on a beaucoup de chances pour détecter les stalkerware ou les malwares. Les listes sont très complètes et tout peut se passer automatiquement. Donc vous n'êtes pas obligé de les télécharger manuellement avec les listes à la main. Avec le repository Git, vous pouvez directement utiliser les packages Python et les exécuter pour faire des vérifications automatiques de stalkerware. On passe à la partie spyware sponsorisée par l'État. On a les choses desquelles on a parlé déjà tout à l'heure, mais quelques éléments supplémentaires.
Donc on a l'historique de Safari par exemple qui est très intéressant. On a deux choses qu'on peut trouver. La première c'est les URL des exploits avec les one-click exploits. Si vous étiez dans la session de Predator, il en a parlé que dans la plupart des cas, Intel XR fonctionnait avec des one-click exploits, puisque c'est des exploits qui fonctionnent à partir d'URL de navigateur. Donc on a la chance de trouver l'URL si elle n'a pas été supprimée et retrouver le serveur qui a exécuté l'exploit en JavaScript. La deuxième chose qu'on peut trouver, c'est des redirections, des traces de redirection qui se produisent quand on fait une injection de code indirecte. C'est Dolker qui a précisé ça aussi dans sa session d'hier. Ça va s'exécuter de cette manière-là. Un téléphone va ouvrir une connexion HTTP avec un serveur et à un moment sur le chemin, avec un IMSI catcher ou avec un provider Internet, on a rapidement une attaque et un redirect sur cette connexion HTTP. Et ce que ça va rediriger, plutôt que de donner le résultat escompté, ça va vous rediriger vers une autre source en disant c'est ici que vous trouverez la bonne ressource et l'utilisateur va télécharger le mauvais élément. Ce dont on a besoin, c'est juste une station au milieu qui va permettre de faire cette redirection. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, on voit sur cette slide, la redirection peut prendre vraiment quelques millisecondes, c'est quasi instantané. Donc il faut que ce soit plausible et que le temps de réponse soit adapté. Ce qu'on peut trouver également, c'est que certaines personnes ne suppriment pas correctement les données dans les bases de données. On a par exemple dans le rapport de Citizen Lab, Pegasus a utilisé des données dans Z-Process, a supprimé les données dans une des tables de la base de données, mais pas dans la seconde table. Donc, on peut récupérer des entrées sur les processus avec des traces de processus de transfert dans les tables. Avec cette version de Pegasus, c'était possible de retracer et d'avoir une chance de retrouver des informations. L'usage des données, c'est aussi important ici, ce que j'ai déjà dit. Ça, c'est une répondeur MDNS, c'est-à-dire c'est des queries MDNS. On peut aussi on a besoin un peu de training pour vraiment comprendre ça et d'avoir une feeling, ça c'est bien et quoi pas. C'est aussi bien de demander des amis et de vraiment avoir un peu un feeling, est-ce que quand c'est bon et quand pas, aussi comprendre qu'est-ce qui sont des choses qui sont normales et qui se passent normalement. Comme ça, on va avoir un peu un feeling quand une chose peut-être a un peu l'air d'être bizarre, mais est normale et qui vient de l'iPhone. Ce qu'on aussi peut faire, on peut regarder le timestamps dans le backup. Et là, on va faire ça quand on désencrypte le backup. Ça, c'est aussi dans la liste de Yannick. Ça se voit comme ça. Le backup se voit comme ça. Ça, c'est seulement le nom ici. Mais ça, c'est pas très intéressant comme ça. Et parce que le backup de iPhone fonctionne comme ça que tout le fichier en le nom de son hash, et ils vont seulement être sauvegardés dans le fichier. Et ça, c'est difficile ici de chercher des fichiers et c'est difficile de
c'est comme difficile de savoir quel fichier est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est reconstruire le backup. Ça, c'est pas très difficile de vraiment comprendre les schémas, la structure des schémas. Il y a un tool, je ne sais pas le tester avant, mais je crois que ça fonctionne. Vous pouvez faire ça, on peut programmer ça dans 1 heure. Il y a une manifeste.p fichier. Ça dit que ça c'est le nom des fichiers et aussi on peut aussi reconstruire le chemin des fichiers. Là, on a un fichier qui a tous les timestamps corrects et ce sont des timestamps comme ils sortent de l'iPhone. Et avec ça, avec cette ligne, on peut les sortir. C'est le timestamp modifié et après on peut voir qu'est-ce qui se passe dans une zone de temps, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone de temps. Par exemple, on sait dans cette rang, le téléphone était pris de la personne et on peut voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps. Autre chose qu'on peut regarder, c'est des choses adjointées à un SMS. Ça, c'était aussi analysé dans le Citizen Lab. Là, on a vu qu'il y a 20 choses ajoutées à une SMS, des GIFs, et ça, on peut voir, ok, ça c'est bizarre. Aussi, on peut regarder des choses dans les crash logs, on peut trouver des choses intéressantes. Par exemple, s'il y a une chose de smartphone qui a des problèmes beaucoup de temps, souvent. Par exemple, le iMessage process peut avoir des crashs très souvent et ça a fonctionné quelquefois pas. Là, on peut voir des indicateurs aussi pour des... Dans cette autre talk de Triangulation, ils ont montré que ils ont vu plusieurs choses après l'autre de l'exploit qu'ils ont regardé et que le iMessage process avait un transfer agent et là, un fichier s'était créé et après un procès qui normalement devrait être là, et là on peut voir que ça c'est plusieurs choses ensemble qui sont vraiment bizarres et avec ça, avec cette collection de choses qui se passent très rapidement, on peut voir qu'il y a des malwares. Et après, je donne à Yannick des choses Android. On va regarder combien de temps on va prendre, si on peut encore faire des questions. Sinon, on a un workshop dans 2 heures. Ouais. Donc, pour l'Android, c'est un petit peu la même chose, mais il faut dire que sur Android, c'est moins, et ça écrit moins les données mock, donc on peut pas trop l'éditer. Donc quelque chose sont pareilles, c'est on peut regarder quelles applications sont installées, on peut le regarder sur l'appareil. Donc s'il y a des stock hardware qui sont là, on peut les cacher aussi. Comment on fait ça? Quand le branche sur un ordi, on utilise l'ADB. On peut faire ADB Shell sur téléphone même. Ça, vous allez le voir plus souvent dans les on peut se faire lister les PM avec .pm. Le I c'est pour voir qui a installé cette application et le F c'est ça montre où est le fichier. Donc oui, là c'est un screenshot, à quoi ça ressemble. Là on voit par exemple com.google.android.packageInstaller. Si vous installez une application avec Chrome par exemple sur votre téléphone et que vous cliquez sur installer, ça ressemblera à ça. Donc ça c'est par exemple oui, pour des software ça pourrait être intéressant. Pour de l'état, on voit par exemple que c'est juste none. Il a réussi à installer l'application et il a écrit là où il y a l'application et il n'a pas mis
Donc ça sera écrit none. Ce qu'on peut voir aussi que les fichiers de certains personnes, on peut regarder aussi. Donc il y a plusieurs informations. Bateau est très très beau. Donc on peut voir quand même là pour voir ce qui est dans les fichiers de système. Les fichiers désactivés avec le paramètre -3 et -d et -s. C'est intéressant quand je veux voir quelles applications sont désactivées. Pour les fichiers de système, c'est fait souvent. On peut voir du coup chez Samsung les services de sécurité, ce qui se passe dans les applications. Donc ils auront une petite cloche d'alarme s'il y avait un malware. Donc là aussi il y a l'outil Damsus. Si on a un package, on peut encore regarder plusieurs autres fichiers et regarder plusieurs autres informations sur ce fichier. Par exemple, il y a le point d'installation. Si on veut analyser si l'appareil a été pris chez la police, donc là je peux voir quand ça a été installé, quand ça a été mis à jour la dernière fois et d'autres informations intéressantes. Ce qui est aussi intéressant, c'est les intentes. C'est comme un petit peu les notificateurs. Et ça, il y a plusieurs exemples. Par exemple, les SMS, s'il y a un SMS qui arrive, c'est l'utilisation, par exemple, s'il y a une SMS qui arrive, les vérifications d'SMS, comme par exemple dans WhatsApp, dans Signal, et du coup, ces applications seront notifiées et on verra ces informations. Aussi boot completed, on peut le mettre, on peut l'enlever. Si quelqu'un sur une démonstration allume son téléphone et le désactive, on peut voir ça aussi. Ça c'est les autres que je vous ai montré, c'est outgoing SMS, state received, new outgoing call. Ça c'est Pegasus a utilisé cela pour être notifié si jamais si jamais un appel sort, et ils peuvent le prendre et le sauvegarder. Donc c'est intéressant si une application prend cela. Donc tout cela c'est la même chose que chez iOS, et vous aurez quelque chose comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces commandes, ça sera copié pour vous avec MVT, le package name, ou si c'est désactivé, si c'est une application du système, si c'est de sécurité, ou comment les données sont reliées. Ça c'était très intéressant. Ce qu'on peut faire aussi chez Android, c'est de télécharger les APK. C'est des élevés, il faut peut-être se faire afficher tous les packages. Moi je m'afficherai tous les passes, et j'aurai toutes les informations sur l'application et je les aurai aussi dans les passes ici. Et moi je les copierai dans les APK. Et c'est des fichiers zip, mais normalement on peut les dézipper et voilà. Ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est qu'on peut, sur VirusTotal, on peut les uploader pour faire un check. Il faut une clé spéciale pour pouvoir les uploader et vous allez avoir un joli tableau qui va vous montrer des résultats de sécurité par rapport à vos applications. Donc vous pouvez, par exemple, ici on a trouvé un stalkerware sur un téléphone. Le VirusTotal l'a reconnu en lui donnant 39 sur 76 de note d'affection. Ensuite, on a sur Android aussi les services d'accessibilité. C'est des applications qu'on peut s'installer pour l'accessibilité.
Et ce qui est une bonne chose dans le fond et par rapport à la modularité et la possibilité quand on a des handicaps d'utiliser quand même des services et des fonctionnalités du téléphone. Mais pour que cela fonctionne, il faut que ces outils aient des droits très avancés pour pouvoir cliquer et lire tout ce qui se passe sur votre écran. Par contre, voilà, si vous voulez désinstaller une de ces applications, elle peut automatiquement cliquer sur annuler puisqu'elle a la possibilité de lire ce qui est sur votre écran. Ça a déjà été utilisé pour du spyware ou du logiciel malveillant. Google sait très bien que c'est très restrictif à ce niveau-là. Et depuis Android 13, ça ne fonctionne que pour les applis qui viennent du Play Store officiel. Ici, on peut avec ADB, on peut le voir aussi avec MVT, c'est beaucoup plus simple. Je me dépêche un petit peu. Les process, vous pouvez les afficher. C'est surtout intéressant quand on a des trojans d'état. On peut utiliser un PS comme sur un système Linux et vous allez voir tous les noms des process. Vous avez aussi des paquets MVT qui vous permettent de faire ça. Encore vite fait sur les types d'exploits qu'on a. On a les exploits zéro-clic qui fonctionnent ou sans avoir un lien ou quoi que ce soit pour lancer l'exploit. Et on peut, par exemple, se demander où est-ce qu'on trouve ce genre d'exploit. Donc c'est souvent sur les réseaux mobiles, sur les applications de messagerie, WhatsApp, iMessage ou Signal. On a vu ça partout dans les navigateurs, dans n'importe quel élément qui récupère des données sur Internet et qui les retravaille. Le Bluetooth, le Wi-Fi également intéressant. Je connais rien à ce niveau-là, mais possible également. L'autre sont les exploits à un clic, donc c'est là où je dois cliquer sur quelque chose. La plupart du temps, c'est un lien, donc je peux le trouver. Par exemple, dans mon historique WhatsApp, MVT qui peut lire, qui peut récupérer les messages WhatsApp, peut filtrer par les liens, les URL, et du coup, vous pouvez récupérer toutes les URL à la recherche du malware. C'est très utile. Et enfin, j'aimerais faire un appel. Si vous avez trouvé la moindre faille de sécurité, s'il vous plaît, n'allez pas les vendre à Intelexar ou à d'autres groupes, mais signalez-les et rendez Internet plus sûr pour tout le monde. C'était une super annonce pour la fin. Je vais passer aux questions, si ça vous va. On a quelques questions. Microphone 2, par exemple. Salut. Tu as parlé des services d'accessibilité chez Android, que depuis la version 13 sont disponibles de manière limitée uniquement pour les applis venant de l'App Store. Je me demande, comme Google est toujours très limité au niveau des API, comment ça fonctionne avec App Store ou autre? Comment je dois m'imaginer si j'ai un password manager qui vient de F-Droid comme Bitworm? Je ne peux pas utiliser Android 13 si j'ai bien compris. Je ne suis pas exactement sûr comment ça fonctionne, mais j'ai déjà lu qu'il y a des workarounds si on est utilisateur et on clique ici et par là. Mais on devrait vraiment faire un peu de recherche encore. Et si tu as une custom firme, tu peux aussi avoir des autres App Store que seulement le Play Store, parce qu'avec ça, comme ça, les autres apps aussi offrent cette possibilité. Pour les password managers, j'ai aussi Bitcoin. Il y a la fonction autofill qui aussi fonctionne pour ça. Avec ça, tu peux aussi remplir des formulaires. Et là, tu n'as pas besoin des autres permis.
avec ça exactement, je ne connais pas ça. J'ai une autre chose qu'on n'a pas dit, qu'il y a une seconde partie de ça. Dans 1 heure, à 2h15, à la stage H, il y a la seconde partie. Ça, c'est la session pratique où vous pouvez faire des travaux pratiques et vous pouvez essayer vous-même. Ici aussi, ici, on ne peut pas faire toutes les questions. Là aussi, il y a un entrepôt de questions. On a une question du Signal Angel parce qu'il ne peut pas demander après. L'Internet veut savoir si des téléphones avec des systèmes alternatifs Graven sont plus sécures ou s'il y a d'autres problèmes. Oui, bien sûr, on peut utiliser des OS alternatifs qui sont sécurisés. GrapheneOS, on le recommande énormément pour les journalistes qui sont menacés. Et il y a vraiment des mécanismes très intéressants. Par exemple, avec les tags de mémoire sur les pixels. On peut aussi activer le lockdown mode sur l'iPhone. C'est dans les réglages de sécurité. Vous pouvez descendre. En allemand, ça s'appelle le mode blocage. Et vous pouvez voir ce que ça modifie. C'est toujours un bon conseil. Les attaques de spyware avec exploit sur GrapheneOS me sont pas connues. Je pense qu'il y en a eu, mais je ne pense pas qu'il y en ait eu, mais bon, c'est possible, mais ça doit être très cher et compliqué. Micro 1, salut. Ma question poursuit justement ça. On a l'appli auditeur sur GrapheneOS qui est directement intégré. Est-ce que vous avez des expériences avec ça? Est-ce que vous faites confiance à ce service d'attention? Il y a cette auditeur-app qui vérifie si le système d'exploitation est vraiment en exploitation. Et c'est-à-dire, il y a une challenge cryptographique que seulement on peut soulever si le système d'exploitation n'était pas manipulé. Et là, il y a un service externe qui vérifie ça et il écrit un email si ça n'a pas marché. Ça, c'est une bonne solution. Je recommande de faire ça. Si vous n'êtes pas sûr de faire confiance à ce serveur de eux, on peut aussi faire un serveur en même. On a l'idée de faire ça et on n'a pas encore fait ça. Mais toi aussi, tu peux faire ça et mettre le serveur public et aussi d'autres organisations peuvent faire ça. Ça, c'est une bonne méthode pour savoir si on était pris par une attaque. Prochaine question de l'Internet. L'Internet veut savoir comment ça se fait avec le iPhone, si ces méthodes sont surtout avec les attaques dans l'informatique sur les erreurs des attaqueurs. Comment si les attaqueurs font moins d'erreurs? C'est une échoue de chat et souris. Maintenant, la situation n'est pas là qu'ils peuvent permettre de spyware sans laisser des traces. Mais maintenant, si les personnes ont vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ils peuvent. Techniquement, on peut vraiment faire ça. Comme ça, à un moment, on va avoir des spyware qui ne laissent pas des traces. Dans le trafic de réseau, on va voir ça. Mais aussi ça, on peut voir ça d'une manière qu'on ne voit pas ça. On n'a pas un droit de trouver des choses. Mais jusqu'à maintenant, on peut trouver les choses, mais c'est pas clair. Ça dépend combien d'argent la compagnie de spyware va mettre. Et aussi comment sont les contrôles européens. Et ça dépend de la sécurité. La sécurité dépend de ça. Ce qui est très important, si le iPhone a une Remote Administration Feature, là, ça serait possible. Et Apple aussi travaille à des nouveaux systèmes d'exploitation. Et comme ça, après aussi, on va peut-être trouver des traces qu'on n'avait pas avant. Microphone 3. Je lis que Microsoft
voulait ouvrir un store sous iOS. Est-ce que ça serait différent pour l'explication de iOS? Je pense que ça dépend vraiment comment ça va être implémenté. Il y a en fait 2 App Store. Peut-être que ce ne sera pas très fort si on a du side loading. On a toujours les possibilités qu'on vous a montrées pour installer les applications. Peut-être que on a des mécanismes qui pourraient avoir uniquement des applis positifs qui arrivent dans l'App Store, mais c'est uniquement de la spéculation. Il faudra voir comment ils arrivent à le mettre en place. Micro 1. Plutôt une question pour Yannick. Qu'est-ce que tu penses du mode travail sur Android ? Que certaines personnes installent des applications forcées, ou est-ce qu'on peut faire ça, ou est-ce que c'est plutôt inutile? Je veux recommander la documentation de Dinoid. C'est seulement une module d'utilisateur seconde. On peut faire des utilisations secondes et pour eux, on peut aussi faire des mots de passe différentes. Et là, ils ont aussi d'autres mots de passe pour la file-based encryption. C'est-à-dire si on trouve un mot de passe, c'est-à-dire on ne peut pas accéder aux autres utilisateurs, les secondes utilisateurs. C'est-à-dire là, on peut seulement ouvrir un, utiliser pas l'autre. Et aussi, le work mode est seulement une chemin courte pour pas changer l'utilisateur. Mais c'est-à-dire cette app, on a fait ça seulement dans l'utilisateur primaire. Et ça se lance dans le second utilisateur. Ça, c'est une app sandbox sur Android. Et les apps seulement peuvent communiquer entre eux si ils sont les deux, s'ils ont le permis de voir les deux utilisateurs. Et les deux apps disent qu'on veut communiquer avec l'autre app. Et avec ça, on ne pourrait pas faire ça si on a le drop mode. Là, on ne peut pas utiliser l'autre app. Il n'a plus de temps pour faire des questions, mais dans 1 heure, il y a le workshop. Un grand applause pour tout le monde.